Donc, on va voir un certain nombre de participants qui vont nous rejoindre. Bienvenue à tous et à toutes. Voilà, je vois Anne-Marie, Géraldine, Corinne. On a aujourd'hui plus de 230 inscrits et inscrites. C'est un record. Je suis très heureux de vous accueillir. Professeur Clarisse, bienvenue. Merci, bonjour. Merci à tout le monde. Je suis très heureux de vous accueillir sur un sujet majeur qui est le sujet de comment renforcer l'attractivité de l'hôpital public. Vous avez donc accès au chat, que je vous invite à le faire vivre, à poser toutes vos questions parce que bien sûr, le but de nos webinaires, c'est qu'on soit vraiment dans une interaction permanente sur vos expériences, vos questions, vos réponses. Donc, en termes de déroulement, on va avoir 30 minutes d'échange. Après, il y aura un moment aussi de questions-réponses un peu plus approfondies. En quelques mots, donc, je m'appelle Martin Louvel, je suis président cofondateur de Chakari, qui est la première plateforme d'accompagnement 100% dédiée aux professionnels du monde de la santé. Alors, on parle d'un accompagnement plus sur des sujets managériaux, parce qu'on est parti du constat que le ressenti en termes de qualité de vie au travail est de 5,3 sur 10, d'après une étude de CHAM 2018. Il y a 2 fois plus d'absentéisme dans le monde de l'hôpital plutôt que dans le monde de l'entreprise et voilà, 3 fois plus de risque d'épuisement professionnel. C'est pour ça qu'il nous a paru un sujet de santé publique que de démocratiser l'accès aux dispositifs de l'accompagnement professionnel. Et donc, on est dans un sujet je dirais, de brûlante actualité, de se dire comment renforcer l'attractivité de l'hôpital public. Donc, professeur Clarisse, alors, je vais vous présenter en quelques mots. Vous êtes bien sûr médecin de formation pédiatrique avec une spécialité en néonatologie. Vous êtes aussi un membre actif de la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement. Et en fin 2020, vous avez été missionné par le gouvernement sur le sujet de la gouvernance et de la simplification hospitalière. Donc, bienvenue. Je vous propose en fait de nous parler un petit peu avant tout du rôle de président de CME. En quoi consiste-t-il? Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ce métier? Alors, merci de votre invitation. La commission médicale d'établissement est une représentation de médecins de l'ensemble d'une institution hospitalière, qu'elle soit privée, publique ou privée participant au service public, ESPIC, et les membres sont élus. Et parmi les membres élus, il est bien sûr décidé d'élire un président, et donc je suis président de la CME des Hospices civils de Lyon depuis 2009 maintenant, c'est-à-dire peu après la parution de la loi HPST qui avait redéfini le rôle d'une CME en insistant sur le fait qu'elle était essentiellement responsable de la qualité et de la sécurité des soins. Ce que certains ont imaginé être une diminution du rôle et de l'implication médicale, en réalité, le responsable de la qualité et de la sécurité des soins, c'est d'être responsable de tout ce qui se passe de soins à l'hôpital, et donc c'est une énorme responsabilité. Ce sont les organisations, ça représente les investissements, les parcours patients, etc., etc. Donc, c'est un rôle qui est considérable. Et il a été fait une mauvaise interprétation d'une phrase du président Sarkozy à l'époque qui avait dit « Il ne doit y avoir qu'un seul décideur à l'hôpital ». Et cette remarque était pour nuancer les interventions possibles des élus locaux dans les décisions des hôpitaux, puisque dans la plupart des hôpitaux publics, le maire était à l'époque le président du conseil de surveillance ou du conseil d'administration, ce qui est d'ailleurs toujours le cas. Et il fallait qu'un hôpital garde une certaine indépendance vis-à-vis de sa tutelle locale pour des décisions et que celles-ci ne soient pas prises qu'avec une arrière-pensée électoraliste. Ça ne veut pas dire que les élus locaux ne doivent pas participer, mais il faut bien faire la différence entre ce que souhaite un élu pour la collectivité qu'il gère et la politique et la stratégie d'un établissement de santé pour lui-même et au sein de son territoire.
Et il a été récemment rajouté à la qualité et la sécurité des soins un point qui est très important, qui est la pertinence des soins. Donc ça, c'est pour poser un petit peu le rôle de la CME. Après, dans le fonctionnement de l'hôpital, l'hôpital est un lieu qui gère énormément de métiers différents. Il y en a probablement plus de 150 aux Hospices civils de Lyon, et c'est le cas pour beaucoup de grands CHU. Et il y a une direction avec un représentant légal, qui est le directeur général, qui porte la responsabilité légale et pénale de son établissement, directeur qui, pour les CHU, est nommé en conseil de ministres et qui, pour les CH, est nommé par l'Agence régionale de santé. Mais le directeur, il est là pour diriger et il n'a pas de formation médicale. Et donc, la politique médicale, la stratégie médicale, elle est portée par le corps médical et son représentant, qui est le président de la CME. Ce qui implique que le tandem, le binôme directeur général et président de CME doit s'entendre. Et je dirais même que éthiquement, en acceptant ses responsabilités, on doit s'engager dans une volonté de dialogue constructif entre ces deux acteurs pour le bien de l'hôpital. Le bien de l'hôpital, c'est quoi? C'est rendre le meilleur service à tous les patients. D'accord. Alors, pour cette nomination, juste, est-ce qu'il faut avoir été auparavant chef de service, chef de pôle? Est-ce qu'il y a des prérequis pour devenir président de CME au-delà de l'élection? Alors, pour devenir président de CME, il faut d'abord s'être impliqué avant d'être président dans la CME pour comprendre ce qu'est le fonctionnement de l'institution et avoir effectivement probablement exercé d'autres responsabilités. Et très, très souvent, en tout cas dans les CHU, la plupart des présidents de CME ont exercé des fonctions soit de chef de service, soit de chef de pôle. Ce n'est pas un prérequis obligatoire, mais l'expérience prouve que la pratique du management permet de plus s'impliquer, de plus comprendre le rôle que représente celui de président de CME. Très bien. Alors, si on rentre dans le vif du sujet, le rapport Clarisse donc, vous a été missionné hein, pendant la crise des urgences en novembre 2020 par le Premier ministre de l'époque, M. Édouard Philippe. Vous avez mobilisé plus de 6500 professionnels de santé de tout type d'établissements publics, aussi bien des directeurs d'établissements que des praticiens hospitaliers, des infirmières. Donc, quel a été le constat initial et le diagnostic que vous avez pu tirer en récupérant toutes ces réponses de questionnaires? Alors, si vous me permettez, je vais faire juste un tout petit rappel de contexte. C'est vrai que Mhm. de 2018-2019, il y a eu un certain nombre de mouvements sociaux en France. Il y a eu les Gilets jaunes, bien sûr, que tout le monde connaît. Et puis, il y a eu 2019-2020 quelques mouvements contestataires au sein des collectivités hospitalières, y compris parmi le monde des médecins. Donc, il y a eu le premier point qui concernait les urgences, avec la mission Carly Meignet, Thomas Meignet, député et médecin, et Pierre Carly, PUPH, responsable du SAMU de l'assistance publique hôpitaux de Paris, qui a amené un certain nombre de propositions. Et puis, beaucoup de médecins se faisaient remarquer que finalement, l'implication du corps médical dans les décisions était devenue assez faible et qu'on était rentré dans une logique finalement qui était essentiellement financière et économique, c'est-à-dire de limiter les dépenses et de faire des économies quoi qu'il arrive. Et il faut juste se souvenir qu'entre 2012 et 2017, donc sur ces 5 années de quinquennat, c'est la période où ce fameux ONDAM, Objectif national des dépenses de l'assurance maladie, a été le plus serré. Et effectivement, les hôpitaux, tous, particulièrement l'hôpital public que je connais le mieux, je ne parlerai pas des autres secteurs, ont subi des réorganisations qui, dans certains cas, étaient indispensables et qui, dans d'autres cas, ont été dictés par une logique purement économique. Et ça, le corps médical ne l'acceptait plus. Dans ces conditions, le Premier ministre, donc M. Édouard Philippe, en novembre 2020, a proposé cette mission qui m'a été confiée et que j'ai coordonnée avec 4 autres personnes. Et cette mission a été confirmée par une lettre de Mme Buzyn, alors ministre de la Santé, début décembre. Et la mission a réellement démarré au début du mois de janvier 2020. Et il était alors demandé de rendre le rapport pour le 31 mars 2020, donc un temps extrêmement bref.
Et donc, nous avons organisé cette mission avec trois types d'aspects. Premièrement, ce questionnaire adressé dans tous les hôpitaux publics, auxquels ont répondu 6500, plus de 6500 soignants, des cadres supérieurs, des directeurs de soins, des directeurs d'hôpitaux, des praticiens hospitaliers, des présidents de CME, donc une vaste participation qui a permis de recueillir un certain nombre d'avis sur le fonctionnement, sur la médicalisation, sur les crispations. Et d'autre part, nous avons effectué des entretiens, c'est-à-dire que nous avons reçu des représentants des collectivités hospitalières et aussi nous nous sommes déplacés dans différentes régions de France pour aller, si je puis dire, sur le terrain pour recueillir des avis d'un grand nombre de personnes, parce que les entretiens, on n'avait que de 2 à 5 personnes, et alors que quand on se déplace, on pouvait rencontrer 20, 25, 30 personnes de catégories socioprofessionnelles différentes. Nous avons bien évidemment écouté les fédérations hospitalières et nous avons écouté également les syndicats médicaux. Merci pour ces précisions. Alors justement, par rapport à tous ces éléments, qu'est-ce qui est ressorti? Vous avez travaillé notamment sur les irritants du quotidien. Quels ont été les points clés qui sont ressortis de toute cette enquête et tout ce travail de concertation? Alors, Madame Buzyn avait demandé à ce que l'on réponde à deux questions, ou que l'on envisage deux aspects particuliers. Premièrement, la médicalisation de la gouvernance. Qu'est-ce que ça signifiait? Qu'est-ce qu'il fallait proposer? Et deuxièmement, quelles étaient les simplifications que l'on pouvait apporter dans le mode de fonctionnement pour éviter ce qui était appelé tous les irritants du quotidien. Et donc, on avait proposé un certain nombre d'irritants du quotidien. On avait dû faire une vingtaine de propositions et il était demandé, bien sûr, des verbatims pour que les gens puissent en proposer. Et finalement, les 5 majeurs qui ont été reportés à la fois par les directeurs de soins, les cadres supérieurs, les praticiens, les chefs de pôle et les présidents de CME, étaient les suivants. 1, la lourdeur et la complexité des circuits de décision. 2, l'absentéisme. 3, le temps consacré à la recherche de lits quand il y avait un afflux de passants, notamment aux urgences. 4e, le manque de temps dans la relation soignant-soigné. Et 5e, la lourdeur d'un certain nombre de procédures et d'enquêtes et de tâches purement administratives. Alors, en France, on a des agences nationales qui font un travail excellent. Et l'évaluation est une nécessité. C'est d'ailleurs une culture qui est beaucoup plus ancrée dans les pays anglo-saxons qu'en France, mais l'évaluation est quelque chose de normal, en particulier pour un hôpital public qui est financé par l'argent de l'assurance maladie, donc par l'argent des impôts de tous les citoyens. La Haute Autorité en Santé, le Haut Comité d'études d'évaluation en recherche, le COFRAC, etc. etc. L'ARS demande des reportings et finalement, à un moment donné, on passe parfois beaucoup de temps pour de multiples reports qui sont parfois redondants, dont on ne sait pas toujours ce qu'on fait. Et donc, cette lourdeur procédurière a été quand même très soulignée. Alors justement, il y a 3 grands points que nous allons passer en revue qui sont liés à ce rapport Clarisse, hein, qui sont des préconisations, parce que l'intention de ces webinaires, c'est aussi de vous partager des clés concrètes à mettre en œuvre dans vos établissements. Donc, le premier point, c'est simplifier la prise de décision. Le deuxième point, c'est accompagner la formation au management. Et le troisième point, ce sont les binômes. Alors, si on revient au premier point, vous avez parlé de la lourdeur administrative, des procédures. Concrètement, comment on fait pour simplifier? Alors, d'abord, c'est une question de volonté. Et je reprends toujours le modèle suivant. Le patient est au centre de nos préoccupations. Le patient vient pour être soigné à l'hôpital et donc on doit être efficace. Donc ça, c'est la moindre des choses, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir faire le maximum d'investigation, de traitement dans un temps aussi court que possible. Non pas pour des raisons économiques, mais parce que simplement, chaque patient n'aime pas rester évidemment des jours incalculables à l'hôpital où on a l'impression qu'il ne se passe rien. Et donc autour de lui, il a des soignants. Donc, ce sont bien sûr les infirmiers, les kinésithérapeutes, les médecins, etc., etc. Pour fonctionner, nous, les soignants, nous avons besoin d'examens complémentaires, nous avons besoin d'une organisation logistique, nous avons besoin de radiologie, nous avons besoin de pharmacie. Donc, il y a un certain nombre de structures qui sont autour de nous et qui doivent répondre de façon souple à nos besoins. Et puis, bien sûr, pour coordonner tout cela,
il faut que les différentes directions, les travaux, le financement, les relations humaines travaillent en harmonie. Et donc, il y a deux choses qui étaient reprochées. C'est que, par exemple, quand vous avez un projet de restructuration, il faut passer par la direction des travaux, il faut passer par la direction des relations humaines, il faut passer par la direction des achats. Et finalement, on a l'impression de devoir contacter en permanence un nombre de personnes, certes incontournables, et tout ceci prend du temps. Alors que si on s'organise en mettant au départ tous les acteurs au courant, eh bien déjà, il va y avoir un gain de temps parce que tout le monde est au courant de toutes les décisions, du budget, et chacun connaît les interlocuteurs qu'il doit avoir, et il n'y a pas à redemander l'avis d'un tel et d'un tel et d'un tel. Donc ça, c'est assez simple. Et puis, il y a le fonctionnement de l'unité de base de l'hôpital qui est le service hospitalier, et donc qui doit avoir suffisamment de réserves de blouses, suffisamment de réserves de tel type de médicaments, qui doit avoir un interlocuteur qui permette de venir réparer très vite une fenêtre qui ne ferme pas ou un robinet qui coule. Et ça, il n'y a pas de raison que ça prenne des jours et des jours et des jours et des jours. Et donc, c'est une question de volonté. Donc, il faut que chaque acteur soit responsable et fasse son cœur de métier et soit déchargé des tâches annexes. Ça ne veut pas dire que ces tâches annexes sont à déconsidérer ou qu'elles doivent être faites par des personnes pour lesquelles nous n'aurions aucune considération, mais que chacun agisse avec ses compétences et ce pourquoi il a été formé. Là encore, l'expérience prouve que quand on a la volonté de fonctionner comme ça, eh bien, c'est un gain de temps colossal. Quand vous savez que demain, vous serez dépanné pour telle panne de tel matériel, vous êtes content. Quand ça dure 3 mois ou 6 mois, vous dites, c'est juste pas possible. Et donc, ça, c'était ce qu'avait appelé Mme Buzyn les irritantes du quotidien et qu'on est capable, non pas de faire disparaître, bien évidemment, mais de grandement améliorer. Je peux témoigner que quand on a la volonté de le faire, c'est possible. Donc, un axe fort que j'entends dans la simplification, c'est le fait de recentrer aussi un certain nombre de décisions au niveau du service et d'avoir une clarification des rôles et des responsabilités très claires avec des interlocuteurs identifiés. Merci pour ce premier point qui est bien sûr essentiel. Alors, si on aborde le sujet du management, en quoi ce sujet est apparu comme essentiel et en quoi ça consiste concrètement de se dire qu'on va former, accompagner au management? Alors, pour ça, évidemment, je vais prendre l'exemple des CHU que je connais, et c'est pour ça que je suis moins à l'aise pour parler des autres hôpitaux, mais ce sera la réflexion et la philosophie de réflexion sont les mêmes. Historiquement, on a, dans les CHU, donné la fonction de chef de service à des professeurs d'université, ce qu'on appelle les PUPH. Or, ces PUPH ont déjà une triple mission qui date des ordonnances de décembre 1958, qui est une mission de soins, d'enseignement et de recherche. C'est-à-dire que vous avez déjà une personne qui a une triple mission. Si en plus vous lui donnez une fonction de management, ça fait 4 missions à assurer. Sans oublier que, en particulier, un professeur d'université doit créer une école, doit participer au rayonnement scientifique de son hôpital, donc il doit participer à des manifestations nationales et internationales, ce qui fait donc 5 missions. Or, la complexification de la santé, de la médecine, fait qu'il est actuellement juste impensable d'imaginer qu'il y ait une personne, aussi compétente soit-elle, qui puisse effectuer ces 5 missions. Et en plus, les professeurs d'université sont formés aux soins, à l'enseignement, à la recherche, et pour l'immense majorité d'entre eux, ne recevaient aucune formation au management. Donc, vous demandez d'assurer une fonction très importante pour le fonctionnement du service à des gens qui ne sont pas forcément formés, qui n'en ont pas forcément l'envie et qui sont déjà submergés de tâches multiples. Et donc, à un moment donné, on est arrivé dans des difficultés de fonctionnement avec des décisions qui étaient prises par des gens qui n'étaient pas forcément suffisamment présents dans le service pour prendre des bonnes décisions. Et ce que je dis pour les services, pour la chefferie de service médical, c'est vrai également pour les cadres de santé, mais c'est également vrai pour toute personne qui exerce une responsabilité. Donc, un directeur d'hôpital doit être formé au management, un directeur de soins doit être formé au management, un cadre supérieur, etc., etc. Et donc, la responsabilité de management doit être donnée à une personne qui est motivée, qui a un projet de management, qui accepte de suivre une formation, qui accepte de recevoir une feuille de route, et qui accepte d'être évalué et qui accepte que cette fonction ne soit pas donnée ad vitam aeternam. Alors, vous avez parlé de l'évaluation, effectivement, c'est un grand changement. Aujourd'hui,
c'est quelque chose qui devient, qui fait partie des nouvelles responsabilités, des nouvelles obligations finalement. En quoi ça va consister? Comment sera faite cette évaluation et quel va être le rôle des managers pour l'accompagner? Alors, parmi les réponses au questionnaire que nous avons collecté, il était indiqué par beaucoup de praticiens hospitaliers qu'ils acceptaient d'exercer des fonctions de manager, c'est-à-dire qu'ils acceptaient d'être formés, qu'ils acceptaient d'être évalués et qu'éventuellement les fonctions de management ne soient pas reproposées si l'on considérait que la feuille de route n'était pas suivie, mais qu'ils exigeaient en contrepartie d'avoir les moyens de fonctionner. C'est évident que si vous acceptez une fonction de management et que votre institution ne vous donne pas les moyens de fonctionner, ça ne peut pas aller, bien évidemment. Donc, il faut donner des moyens pour que le manager soit en mesure d'appliquer les décisions institutionnelles et de les décliner dans le service qu'il doit diriger. Donc ça, c'est un point important et je pense que on trouve quand même suffisamment de médecins qui ont la volonté de se former au management et de s'impliquer dans le management avec ce que cela implique. En sachant bien évidemment que ces responsabilités, je prends encore une fois l'exemple du service, être chef de service, ce n'est pas que avoir son nom en bas de l'hôpital en disant service du docteur ou du professeur Antel, mais ça veut dire qu'on accepte toutes les difficultés, c'est-à-dire qu'on est disponible, que l'on va à la rencontre des gens, que l'on devance les problèmes, qu'on est à l'écoute quand il y a des problèmes pour les résoudre, qu'on accepte les conflits, qu'on accepte éventuellement les revendications, voire, je ne vais pas dire les agressions, mais le fait que ce soit quand même pas toujours très très simple au quotidien, et qu'on va réellement y consacrer du temps, tout simplement parce que l'on veut que le service fonctionne bien pour le bénéfice du patient. D'accord. Alors, sur le sujet justement de la formation, vous l'avez mentionné, ça ne fait pas partie des cursus initiaux, hein, des médecins. Alors, pour les cadres, il y a quand même l'école des cadres, après, il y a besoin de revisiter. Euh, Quels sont les sujets vraiment prioritaires en termes de formation management qui ressortent par rapport aux irritants? Est-ce que c'est animer des réunions d'équipe, fédérer autour d'un projet pour le patient, gérer des conflits? Quels sont vraiment les points clés que vous avez identifiés qui sont particulièrement cruciaux? Et sous quelle forme, pour vous, la formation doit se faire? Est-ce que c'est 2 jours dans une salle? Est-ce que c'est quelque chose qui doit être continu, fait en distanciel, en groupe de pairs? Quelle est votre vision à ce sujet? Alors, le moins de distanciel possible. Non, on peut faire du distanciel, bien sûr. Non, il y a plusieurs aspects. Il y a d'abord, en tout cas du point de vue médical, il faut connaître le système de santé. Donc, il faut avoir un minimum de connaissances sur le financement du système de santé et puis le fonctionnement de l'hôpital, les différents budgets, les différents axes que sont les recettes, les dépenses, etc. Donc, il faut quand même avoir un minimum de connaissances là-dessus. Et puis après, ben, il y a des aspects qui sont très importants, la gestion de projet, la communication, la gestion des conflits. Voilà, ça, c'est des points très, très importants et qui nécessitent un minimum de formation qui n'est pas que sur un temps limité, mais qui peut se faire de façon très régulière en approfondissant un certain nombre d'aspects si on est plus ou moins en difficulté avec la gestion de conflits, par exemple, ou avec la gestion de projets. Mais cette formation au management est indispensable et doit être décloisonnée. Il n'y a pas de raison qu'il y ait d'un côté les directeurs, de l'autre côté les médecins, d'un autre côté les directeurs de soins et après les cadres supérieurs, puisque nous sommes amenés à travailler ensemble et donc nous devons avoir des formations communes. On peut avoir des spécificités après par catégorie professionnelle, mais puisque ces gens vont travailler ensemble, mais qu'ils soient formés ensemble, bien évidemment. Très bien. Alors, je vois juste hein, que nos participants, Thérèse Piouk, hein, qui mentionne l'exemple du CH de Valenciennes hein, sur la décentralisation des décisions, l'exemple de simplification, et aussi un commentaire d'une participante qui nous parle des difficultés aussi des petits établissements sur voilà, les sujets de tension sur le recrutement de médecins, d'infirmiers, qui nous ramène au cœur du sujet, qui est le sujet de l'attractivité. Comment justement on renforce la notion d'attractivité et quel rôle va avoir les binômes là-dessus? Alors, l'attractivité, bien sûr, c'est un gros problème. Et donc, vous avez un point important qui est la qualité de vie au travail. La qualité de vie au travail représente
plusieurs points. Premièrement, le fait d'avoir un intérêt professionnel. Deuxièmement, le fait de trouver dans son travail de soignant ce que l'on cherche, c'est-à-dire pouvoir rendre service dans de bonnes conditions. Être assuré d'une certaine bienveillance de la part de tout le monde et ne pas repartir le soir avec une insatisfaction professionnelle, avec l'impression, vraie ou ressentie, d'un travail mal fait par manque de temps. Et je suis convaincu que parmi les restrictions qui ont été imposées, encore une fois, même s'il était indispensable de restructurer le fonctionnement de l'hôpital, il y a eu un impact purement financier très fort avec des restrictions de personnel. Et à un moment donné, quand vous demandez l'impossible, l'impossible sera fait, mais le temps passé avec le patient, de la part du soignant, que ce soit une infirmière ou un médecin ou même un cadre de santé, n'est pas satisfaisant et parce qu'il n'a pas été évalué dans la tarification et dans la dotation correspondant à des groupements de séjour, etc., des choses extrêmement technocratiques. Et je suis convaincu que beaucoup de soignants ont perdu de l'intérêt au travail parce qu'ils ne s'y retrouvaient plus du fait de cette insatisfaction professionnelle. Donc ça, c'est un point qui est très, très important et ça fait pour beaucoup. Et on s'aperçoit que chaque fois que l'on peut améliorer le fonctionnement, on a clairement une diminution de l'absentéisme de courte durée. Et puis, il y a le deuxième point qui est la rémunération. Alors, il ne faut jamais se réfugier derrière un aspect financier en considérant qu'il est majeur, mais la rémunération est importante. Rappelez-vous qu'une infirmière qui démarre gagne à peu près en net 1 300 ou 1 400 euros par mois en effectuant 2 week-ends par mois, des rythmes de travail qui sont soit des rythmes de 12 heures alternance jour-nuit, soit des séquences de 7h30 ou 8h, et donc on commence le matin à 6h30 ou on finit le soir à 21h. Donc c'est quand même une charge, une lourdeur d'emploi du temps, plus une charge de travail importante, et à un moment donné, il faut savoir rémunérer correctement ces professions qui font un travail essentiel. Encore une fois, il n'y a pas de ma part de dire qu'une profession a plus de valeur qu'une autre. C'est juste simplement reconnaître la pénibilité de certains travaux qu'il faut rémunérer à leur juste valeur. Je vois une question. Je vois 1 770 euros. Non, ça, je ne suis pas d'accord parce que j'ai une fille qui est infirmière et j'ai vu sa feuille de paye et quand elle a démarré, elle ne gagnait pas 1 770 euros net. Sans faire de nuit. Mais bon, peu importe. Peu importe. On va pas chicaner sur le niveau de revenus et je ne suis pas d'ailleurs le mieux placé pour connaître exactement les grilles salariales. Alors, ce sujet de qualité de vie au travail, je pense qu'il est essentiel et bien sûr, la rémunération est absolument cruciale. Il est important de combler les écarts. On le voit au niveau international, qu'on ne fait vraiment pas partie des pays les plus attractifs à ce niveau-là. Et je pense, en tout cas, je souhaite que les décideurs s'en emparent. Il y a ce qu'on appelle les leviers de motivation intrinsèque. Donc, c'est comment on va donner du sens, comment on permet de se former au continu, comment on rend les personnes autonomes. Sur ce sujet de qualité de vie au travail, justement, est-ce qu'il n'y a pas une opportunité sur les irritants, de transformer chaque irritant du quotidien en opportunité d'amélioration et comment aussi les managers vont arriver à responsabiliser leurs équipes pour qu'elles s'emparent de ces petits sujets, ces petits irritants, pour proposer des solutions. Est-ce qu'il y a du temps pour cela? Est-ce qu'il y a de l'espace? Et si oui, comment le créer? Alors, je pense qu'un manager doit être convaincu que ce qui doit le guider, c'est la bienveillance dans sa façon de manager. C'est-à-dire, c'est d'être à l'écoute des gens. Donc, les laisser s'exprimer, reconnaître les problèmes et savoir, bien évidemment, quand c'est nécessaire, exercer l'autorité quand il faut trancher évidemment, si vous avez 10 personnes qui veulent partir en même temps en vacances, c'est juste pas possible. Donc, à un moment donné, il faut savoir répartir. Je prends cet exemple pour bien illustrer mon propos. Donc, ce concept de bienveillance est important. Deuxièmement, il faut avoir de la disponibilité, c'est-à-dire que les cadres de santé doivent avoir suffisamment de temps à passer dans le service pour comprendre le fonctionnement du service et pour être au fait des difficultés éventuelles que les professionnels peuvent rencontrer. C'est-à-dire qu'elles doivent être soulagées d'un certain nombre de tâches administratives qui prennent parfois beaucoup trop de temps et qui les empêchent d'être au cœur des équipes. Et donc, pour
pour être à l'écoute, pour comprendre les problèmes, pour aider à les résoudre, pour les anticiper et les éviter parfois. Il faut avoir du temps de présence au quotidien. Donc ça, c'est un point qui est très important. Alors, je vous propose qu'on parle maintenant des binômes. Ce binôme, il s'agit du binôme chef de service cadre de santé, il me semble, mais aussi finalement des binômes à tous les niveaux, hein, qui peut être chef de pôle, cadre super pôle, président de CME, directeur des soins, voire directeur général. Donc, en quoi ce sujet du binôme est absolument essentiel? Qu'est-ce qu'un bon binôme pour vous? Un bon binôme est constitué de deux personnes, deux professions différentes. Et donc, vous l'avez dit, c'est le cadre de santé et le médecin chef de service. Mais c'est également au niveau d'un pôle d'activité médicale. C'est d'ailleurs pas un binôme, c'est souvent un trinôme, voire un quatuor, avec un directeur référent, un chef de pôle qui est un médecin, un cadre supérieur de santé, et éventuellement un cadre administratif, qui doivent avoir comme seul objectif de faciliter le quotidien de tout un chacun. Et donc, pour cela, ils doivent s'entendre. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de rivalité, de pouvoir, de hiérarchie, de prédominance des égos qui l'emportent sur l'intérêt de la collectivité. Alors, certains vont me dire que je suis bien naïf, je le suis encore malgré mon âge, mais je sais également que c'est possible pour l'avoir vécu dans différents endroits et en particulier dans mon CHU. Et bien évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, un directeur général et un président de CME doivent s'entendre. S'entendre, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout. Et au contraire, c'est parfois la richesse des approches et des opinions différentes qui permettent d'affiner, de consolider et de renforcer la qualité d'un projet. S'il y a des discussions, ce n'est pas un problème. Le but, ce n'est pas de dire j'ai raison ou j'ai tort, c'est de dire qu'est-ce qui fait que ce projet ne paraît pas abouti et comment peut-on le consolider ensemble. Donc ça, c'est la qualité d'un binôme. C'est le respect de l'un par rapport à l'autre, l'écoute de l'un par rapport à l'autre et l'absence de volonté de vouloir toujours avoir la main sur tout et avoir raison sur tout. Et ça peut fonctionner. J'ai été chef de service pendant près de 24 ans et j'ai eu quelques cadres absolument exemplaires avec lesquels nous avons fonctionné, mais de façon absolument merveilleuse. Et j'ai la chance de travailler dans un grand CHU, donc d'avoir eu des directeurs de CHU de grande qualité avec lesquels j'ai formé à 5 reprises des binômes particulièrement efficaces. Mais c'est une volonté et c'est toujours, hein, c'est l'espèce humaine. Et alors, comment on les crée, ces binômes? Comment on les favorise, justement? Parce qu'il y a parfois aussi, il faut qu'il y ait une volonté de prendre sa position. Alors d'ailleurs, on a parmi nos participants des personnes qui ont lancé des premiers programmes d'accompagnement de binôme avec Chakari, on les salue. Mais comment on crée ces binômes? Comment on les favorise? Et comment on sécurise leur parcours en termes de vision, un binôme, qu'est-ce qu'il est tenu de délivrer? Est-ce qu'il y a une feuille de route de service qui doit s'inscrire en cohérence avec le projet managérial, le projet médical d'établissement, et comment il s'assure que c'est bien mis en œuvre? Alors, dans un projet d'établissement, vous avez plusieurs axes. Et donc, il y a bien sûr un projet soignant, un projet infirmier, un projet médical, mais qui ne sont pas séparés l'un de l'autre. Et il y a notamment aussi, il peut y avoir un projet stratégique et il y a un projet de management. Donc, ça, c'est un point important. Pour qu'un service fonctionne, encore une fois, le chef de service et le cadre de santé doivent s'entendre. Et donc, il me paraît logique que le médecin soit impliqué dans le choix du cadre de santé. Et donc ça, c'est un point que nous avons discuté lors de la mission avec les représentants des directeurs de soins, les représentants des cadres supérieurs et cadres de santé, et nous l'avons partagé. Le but, ce n'est pas du tout de dire que le cadre de santé est inféodé au chef de service, comme on a pu le connaître au millénaire dernier, avec un mode de management très, j'allais dire, patriarcal, mais c'est qu'ils soient capables de s'entendre. Si d'emblée vous ne vous entendez pas, ça ne peut pas fonctionner. D'accord? Et quand on monte dans les responsabilités à un échelon institutionnel, bien sûr, les présidents de CME sont élus tous les 4 ans, les directeurs généraux changent souvent également au bout de 5-6 ans, et donc il va y avoir un renouvellement, mais si la volonté est la même, c'est-à-dire de s'entendre, quelles que soient les divergences et les différences pour le fonctionnement de l'hôpital, c'est un gage de fonctionnement. C'est sûr que si en permanence le président de CME et le DG se défient, ça ne fonctionnera pas.
Et si le cadre de santé n'a pas confiance dans son chef de service et vice-versa, ça ne fonctionnera pas. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'on désigne des chefs de service, dans le CHU, le chef de service est proposé par un chef de pôle et par le président de CME, et la désignation revient au directeur général, mais dans l'immense majorité des cas, c'est finalement le choix du chef de pôle validé par le président de CME qui emporte la décision, c'est que ce chef de service a rédigé un projet de service. Et pour rédiger un projet de service valable, fiable, il doit le travailler avec son équipe médicale, mais également les cadres de santé. C'est donc bien le témoin qu'il a suffisamment concerté pour qu'ensemble, on décide d'un projet de service qu'il aura la responsabilité de faire vivre. D'accord, donc merci pour ces éléments. Professeur Clarisse, hein, c'est très clair et donc ce binôme, j'entends qu'il faut le décliner à tous les niveaux et aussi ça suppose même de repenser la manière dont les recrutements de ces binômes se fait et ensuite sera évalué par la suite. On va prendre juste une minute maintenant pour que vous puissiez tous et toutes noter vos questions. Et pendant ce temps-là, je vais juste voilà, très rapidement présenter quelques éléments donc, sur voilà, le webinaire du jour. Donc, on a parlé de 3 grandes priorités du rapport Clarisse, un circuit de décision court, l'accompagnement managérial et renforcer les binômes. Alors, Chakari, donc, en fait, on est la première plateforme d'accompagnement 100% dédiée aux acteurs du monde de la santé. On a accompagné déjà plus de 138 professionnels de santé avec des recommandations à plus de 4,8 sur 5. Et on partagera juste après les questions-réponses 3 recommandations que nous vous donnerons à tous et à toutes pour justement mettre en œuvre des actions qui vous permettront de renforcer l'attractivité dans les établissements. Donc, au niveau des... Si je pouvais rajouter deux petits points très brièvement. Bien sûr. Dans le rapport, pour ceux qui l'ont lu, certains vont peut-être trouver des points qui paraissent extrêmement évidents et donner l'impression que l'on a enfoncé des portes ouvertes. En réalité, si l'on a volonté d'insister sur ces éléments qui paraissent évidents, c'est parce qu'au cours de nos déplacements, nous avons vu des endroits où il y avait des dysfonctionnements majeurs entre des cadres de santé qui avaient un abus de pouvoir, entre des médecins qui n'exerçaient pas leurs responsabilités, des directeurs généraux qui n'écoutaient pas les présidents de CME, etc. etc. Et donc, si l'on est amené à écrire des éléments qui paraissent évidents, c'est bien parce que ces dysfonctionnements étaient réels. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, à l'issue du rapport qui a été remis au ministre de la Santé, Olivier Véran, le 16 juin, il nous a été demandé une mission complémentaire que l'on a rendue le 30 juin. Et le premier résultat est représenté par les ordonnances du 17 mars 2021, qui sont parues au journal officiel du 18 mars et qui reprécisent des éléments de médicalisation de la gouvernance. Et à partir du moment où c'est reprécisé sur un texte de cette valeur, ça veut dire que cela doit être applicable de partout. Donc, il ne devrait plus y avoir d'excuses à ces dysfonctionnements. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, s'ils s'enferment dans un mode de fonctionnement qui n'est pas celui qui est maintenant officiel, ils devront rendre des comptes, quel qu'il soit, quelle que soit leur origine, que ça provienne du corps des soignants ou du corps des directeurs, peu importe. Le problème n'est pas de faire le procès de l'un par rapport à l'autre. Voilà, j'ai fini avec ces deux petites précisions. Merci beaucoup. Alors, une question de Rémi qui décoiffe, hein, c'est le terme qu'il a utilisé. Le chef de service associé au choix du cadre de santé. Et la question est la suivante. Et si le cadre de santé était associé au choix du chef de service, voilà, quelle est votre perspective là-dessus sur la notion voilà, Alors, je l'ai esquissé puisque je précise que un candidat à une chefferie de service doit faire un projet de service. Ce projet de service, il le construit avec bien évidemment ses propositions, avec son équipe médicale et avec les cadres de santé. C'est-à-dire que les cadres de santé participent à l'élaboration du projet de service. Et que si
Je vais vous donner un exemple que l'on a vécu dans mon CHU. Il y a certains candidats à la chefferie de service pour laquelle on a demandé de reporter la décision parce qu'on avait été informé qu'il y avait un problème de relation avec les cadres de santé et une partie de l'équipe médicale. Ça veut bien dire que les cadres de santé ont aussi un rôle dans le choix du chef de service. Peut-être pas aussi évident que cela puisse paraître, mais si le projet de service n'est pas validé par l'ensemble de l'équipe, il ne fonctionnera pas. Et donc, ça veut dire qu'il faut le retravailler. Et si vous avez un futur chef de service qui est suffisamment ouvert, il va le retravailler avec tous les participants. Donc, de cette façon, on peut dire que les cadres de santé sont aussi impliqués dans… En tout cas, ils peuvent avoir certainement un effet bloquant vis-à-vis du choix du chef de service. Mis à part, bien évidemment, les questions purement de personnes qui peuvent être d'actualité et qui sont à traiter à part. Alors, une autre question sur ce sujet, d'Anne-Marie, que je salue. Comment le chef de service choisit son cadre? Sur quels critères en dehors de la bonne entente? Alors, quand un directeur des ressources humaines ou un directeur des affaires médicales ou peu importe, un cadre supérieur de santé propose un cadre, en tout cas dans notre hôpital, c'est comme ça que ça se passe, le chef de service le rencontre. Et donc, il y a une discussion. Donc, moi, pour le dernier cadre que j'ai rencontré, que j'ai eu dans le service, je l'ai vu en entretien pendant environ 1 heure et demie, où on a débattu d'un certain nombre de projets, une discussion à bâton rompu. Et donc, on a considéré qu'on pouvait s'entendre. Et la preuve, c'est que 8 ans plus tard, on est toujours là tous les deux. Et je pense que cet entretien permet de voir s'il y a une approche commune dans la façon de manager et si on partage déjà un certain nombre de points communs sur ce qui caractérise le service. Si manifestement on ne s'entend pas, eh bien, il faut savoir le dire d'un côté comme de l'autre. Alors, au niveau des chefs de service, justement, une autre question d'un spectateur anonyme. Quelle modalité d'évaluation pour les chefs de service? Comment évalue-t-on la qualité de leur management? Alors, les chefs de service sont nommés pour 4 ans et au bout de 4 ans, ils peuvent représenter leur candidature. Et donc, ils auront deux formes d'évaluation. Il y a ce que la gouvernance centrale peut leur proposer comme grandes orientations du service. Et à ce moment-là, au bout de 4 ans, on fait le bilan. Voilà ce qui a marché, voilà ce qui n'a pas marché, voilà ce qui est de ma responsabilité directe et voilà ce qui n'est pas de ma responsabilité de chef de service. Et à ce moment-là, on peut considérer que globalement, l'institution n'est pas opposée au renouvellement. Et puis, il y a le nouveau projet de service. Et donc, est-ce qu'il y a un autre candidat dans le service avec un autre projet de service, et à ce moment-là, on peut être amené à choisir entre deux chefs de service, ou est-ce que le chef de service, du fait de son expérience, est arrivé avec son équipe à proposer un nouveau projet de service qui, de nouveau, fait, non pas l'unanimité, mais attire à lui les équipes, est fédératif, et à ce moment-là, il peut recandidater. Et si il a une partie de son équipe qui est contre lui, je pense qu'il aura de la difficulté à faire un projet de service et que finalement, on finit par savoir que les équipes ne souhaitent pas renouveler tel chef de service. J'ai quelques exemples en tête. Alors, nous avons eu aussi une question donc, sur le lean management. C'est un concept visiblement qui est décliné dans plusieurs établissements. A-t-on des éléments comparatifs avec des indicateurs QVT, bilan, attractivité pour évaluer son impact aujourd'hui? Alors oui, il peut y avoir des faits précis. J'ai eu l'occasion de rencontrer 2 équipes dans mon CHU qui ont relaté leur expérience de lean management. Alors, le lean management, pas de contresens. Le lean management, ce n'est pas avant tout l'efficacité et réduire, quoi qu'il arrive, les coûts, les pertes de temps, etc., etc. Le lean management, c'est résoudre très vite des problèmes que toute une équipe soulève. Et donc, nous avons mis en place aux Hospices civils de Lyon depuis 4 ans, je crois, un point lean une fois par semaine dans la plupart des services, où un ensemble de participants du service, le cadre de santé, quelques médecins, représentants des différents soignants, se réunissent pendant un quart d'heure à une demi-heure pour faire le point de ce qui se passe dans la journée et des problèmes qui sont réellement présents, qui sont à venir ou qui traînent. Et on s'aperçoit que c'est d'abord un espace-temps de dialogue et que ça permet de résoudre beaucoup de problèmes. Et notamment, nous avons 2 équipes qui ont démontré
comment ils avaient amélioré le fonctionnement de leur service grâce à cette technique de lean management. Après, on peut l'appeler comme on veut, on peut faire différemment, mais je pense que ce temps régulier de partage d'informations permet, comme on disait tout à l'heure, de simplifier la vie au quotidien et d'annihiler très vite une partie des irritants du quotidien. Merci pour cette réponse. Alors, on a eu aussi une question, ça tombe bien, que je voulais vous poser aussi. C'est concrètement, qu'en est-il du rapport Clarisse aujourd'hui? Quelle est son application dans les décrets? Voilà, donc est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus à ce sujet? Alors, comme je le disais, l'ordonnance du 17 mars, qui traite des groupements hospitaliers de territoire et de la médicalisation de la gouvernance, reprend un certain nombre de recommandations du rapport. Donc, voilà, il y a déjà du concret. Après, nous avions proposé un programme dans le temps d'application des décisions. Malheureusement, la pandémie virale a contrarié beaucoup cela et il est évident que le ministère a eu bien des préoccupations et des occupations et a géré d'autres soucis d'organisation. Et de ce fait, nous ne prenons pas grief de voir un certain nombre de recommandations qui sont différées dans le temps. Mais ce n'est pas un oubli. Nous avons, avec les collègues de la mission, été en contact régulièrement avec le cabinet d'une part et la DGOS d'autre part, et le travail est en cours, et je pense que d'autres textes arriveront pour appuyer ou pour reprendre une partie des recommandations. Alors, il y a une question aussi, merci pour cet élément, sur comment renforcer l'attractivité des professions non médicales. Voilà, avec des questions sur la place du directeur des soins qui est questionnée. Donc, quelle est votre perspective là-dessus? Alors, l'objectif, ce n'est pas de remettre en question tel ou tel poste de responsabilité. Je pense qu'il y a besoin de chefs de service, donc il y a besoin de cadres de santé, il y a besoin de cadres supérieurs, il y a besoin de directeurs de soins, et il y a besoin d'un directeur central qui fédère tout ce monde. Ce directeur central a un rôle important, puisqu'au même titre que le président de la CME, il est vice-président du directoire. Donc, ce qui veut dire que les soignants sont représentés au plus haut niveau de la gouvernance, comme les médecins. Donc ça, c'est un point qui est très important. Après aussi, une fois de plus, c'est une question de personnes, c'est-à-dire que vous avez des managers bienveillants et vous avez des managers qui ne sont pas du tout dans la bienveillance. Donc ça, c'est aussi un point tout à fait important. Alors l'attractivité, finalement, un service sera attractif et gardera ses professionnels, hormis bien sûr problèmes familiaux d'organisation qui fait que les horaires ne sont plus adaptés ou qu'il y a un conjoint à suivre, etc., dans la mesure où les soignants s'y retrouveront dans leur quotidien du travail. Et ils s'y retrouveront dans leur quotidien du travail s'il n'y a pas de conflit ou peu de conflits, s'il y a une vraie qualité de vie, s'il y a des vrais temps d'échange entre les différents acteurs et si on a l'impression de remplir nos missions, c'est-à-dire d'être là pour simplifier la vie du patient à l'hôpital, pour organiser au mieux le parcours du patient. Merci de parler du patient aussi, hein. Je pense que c'est absolument essentiel parce que tout l'hôpital gravite autour du patient et c'est un moteur, je pense, qu'il faut absolument, sur lequel il faut absolument capitaliser avec comment fluidifier le parcours de patient, comment aussi renforcer la collaboration entre services autour du patient. Est-ce que ce sont des points aussi qui sont abordés dans le rapport Clarisse, ces sujets ou... Alors, je pense qu'on a parlé effectivement de notre rôle clé qui est de tout faire pour le parcours du patient. Et on a insisté également sur la représentation des patients par les usagers ou les représentants des usagers qui sont présents au conseil de surveillance, qui sont présents dans beaucoup de services pour participer aux réorganisations des services. Et on a même écrit qu'ils pouvaient ponctuellement être invités aussi bien en directoire qu'en commission médicale d'établissement. Donc oui, c'est un point très important. Alors, une remarque aussi très, très intéressante parce que parmi notre public, nous avons aussi des étudiants, étudiantes et une remarque qui dit qu'un service est attractif s'il accueille correctement ses nouveaux et nouveaux arrivantes et les étudiants Absolument. ou les internes. Et donc, on parle beaucoup d'expérience patient, on parle moins d'expérience collaborateur.
Donc, comment soigner l'expérience collaborateur? Le premier jour est un moment essentiel. La première réunion, comment on travaille là-dessus aussi. Absolument. Chacun doit se sentir accueilli dans une équipe pour être complètement intégré dans cette équipe. Et c'est valable pour l'étudiant en médecine, c'est valable pour la stagiaire infirmière, pour quelle que soit la profession. Quand on est en cours de formation, on vient pour se former dans un service, pour continuer à apprendre. Et il faut qu'on ait envie de continuer dans cette voie et on doit se sentir accueilli. Et donc, l'étudiant n'est pas la cinquième roue de la charrette qui est la bonne à tout faire et qui fait tout ce que personne ne veut pas faire, comme malheureusement, on le voit encore trop souvent. Les étudiants, que ce soit encore une fois des infirmiers ou des étudiants en médecine, en pharmacie, font partie de l'équipe, ont leur place dans leur équipe et doivent être considérés. Donc, ça veut dire qu'on doit les former, qu'on doit les intéresser, qu'on doit leur poser des questions et leur faire des choses intéressantes, bien évidemment. Ça fait le lien aussi avec un petit peu les 3 points clés sur lesquels nous avons travaillé avec le professeur Clarisse, qu'on souhaiterait vous transmettre à toutes et à tous aujourd'hui, parce qu'on va devoir très bientôt clôturer ce webinaire. En tout cas, un immense merci, hein, professeur Clarisse, pour… Je suis désolé, je n'ai pas pu suivre toutes les questions, donc il y a certainement des questions auxquelles on n'a pas répondu, mais j'avais du mal à me concentrer sur les questions et les réponses que je devais faire. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions qui étaient arrivées. Désolé si je n'ai pas pu répondre à tout le monde. Il n'y a aucun souci. Je pense qu'on a… Voilà, il y a eu beaucoup de monde de présent. En tout cas, on a eu des questions de grande qualité. Avec quoi on aimerait vous proposer vraiment les enseignements clés à mettre en œuvre sur la notion de rapport Clarisse. Peut-être que vous… Voilà, donc il y avait le premier sujet, et ça fait écho à la notion d'accueil que vous avez partagée à l'instant, c'est s'assurer que tout le monde trouve sa place. Et c'était vos mots, hein, professeur Clarisse, la notion d'écoute, respect, expression libre, bienveillance aussi. Ça paraît naturel, mais je pense que c'est absolument essentiel de le rappeler et de le mesurer et de le questionner, s'assurer que c'est toujours le cas. Heureusement, les évaluations qui rentrent en compte permettront de s'en assurer. Le deuxième point, simplifier le quotidien. En fait, la notion d'irritant, c'est effectivement un sujet clé qui donne lieu à des perspectives d'amélioration et des perspectives de responsabiliser vos équipes, les autonomiser, donner du sens, les valoriser. Et vous l'avez mentionné aussi, la notion de circuit court, ça suppose aussi peut-être un certain lâcher-prise, accepter que ce n'est pas parce qu'on est manager ou directeur que il faut aussi se mettre d'accord pour simplifier, pour renforcer l'autonomie et apporter de la clarté sur l'organisation. Et enfin, l'attractivité médicale, je vous laisse en parler parce que vous êtes vraiment expert là-dessus. Comment voilà, renforcer cette notion aussi d'attractivité médicale? Alors, je pense que l'attractivité à l'hôpital, elle se pose bien sûr pour toutes les professions de l'hôpital et spécifiquement pour les médecins. Un médecin va choisir le service dans lequel il a envie de travailler, il est recruté. Et il va y rester peut-être 20 ans, 25 ans, parfois même un peu plus. Et donc, il est évident qu'il doit pouvoir, au cours de ces 20 années d'activité professionnelle, avoir des évolutions. Il y a un temps où on a plutôt envie de se concentrer sur tel ou tel type de choses. Et puis, au bout d'une période de 10 ans, de 15 ans, on aura plutôt envie de se consacrer à autre chose, etc. Donc ça, c'est important. Et je pense que ce qui est mis en place, ce qui est proposé, l'évaluation annuelle de ses collaborateurs, elle n'est pas dans un but de notation, d'avancée de carrière ou de réprimande ou de coercition. Elle est simplement pour bien comprendre la place que chacun a envie d'avoir dans une équipe. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez envie de vous engager dans tel ou tel type de responsabilité? Est-ce que vous préférez privilégier tel ou tel type d'activité? Et ça, on le contractualise plus ou moins formellement sur des périodes de 4, 5, 6 ans. Et donc, c'est important que chaque médecin se sente bien impliqué dans la vie de l'équipe et puisse participer avec son niveau d'implication et de volonté dans les décisions importantes qui concernent la vie de toute l'équipe et forcément son quotidien. Donc ça, c'est un point très important. Et l'on s'aperçoit que dans les équipes où il n'y a pas de dialogue, eh bien, il n'y a pas forcément du confort au quotidien. Et chaque fois qu'on y remet du partage d'informations, des réunions, ça va beaucoup mieux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, il y a toujours des problèmes, mais ça va beaucoup mieux. Et donc, je prends l'exemple de mon propre service, où nous avons mis en place il y a 20 ans maintenant
une réunion hebdomadaire avec tous les médecins du service. Donc, c'est un temps qui est en règle générale d'1 heure, ça peut aller un peu plus vite, un peu plus lentement, où on se parle de tout ce qui peut se passer dans le service. On soulève les problèmes. Et je peux vous garantir que, encore une fois, la vie au quotidien est satisfaisante. Il y a bien sûr de temps en temps des points de friction, des incompréhensions et tout, mais à partir du moment où chacun a la volonté de co-construire, on y arrive. Ça, j'en suis convaincu. Merci beaucoup. Il y a une dernière question de Rachel sur les équipes ont envie de prendre ces initiatives, mais si la direction et les cadres les bloquent, comment on fait? Comment on fait Alors, l'exemple doit venir du haut. Je suis convaincu que l'on doit faire confiance. Ça veut dire qu'il n'y a pas absence de contrôle, en particulier pour éviter les dérives budgétaires. Mais il faut faire confiance. Et donc, il faut donner la possibilité à chaque équipe d'avoir à son niveau un minimum d'autonomie sur un certain nombre de choses. Ça, on l'a vu pendant la pandémie virale, où on a vu dans des services une infirmière qui n'était pas spécialement engagée dans la vie collective avoir une bonne idée pour réorganiser tel ou tel parcours patient, tel ou tel local, le faire remonter à sa cadre qui a été convaincue et qui a mis en place immédiatement cette réorganisation. Il suffit de faire confiance. Et donc, c'est évident que le chef d'orchestre doit donner, voire imposer le là. Donc, doit dire, à partir de maintenant, on est dans une bienveillance de management et donc on essaye de laisser de l'autonomie. Ça ne veut pas dire que c'est fait n'importe comment et en dehors de tout fonctionnement institutionnel, mais les deux ne sont pas incompatibles. Ce que j'ai envie de dire à Rachel aussi, c'est essayer d'explorer le pourquoi ça bloque. Pourquoi ça bloque? Il y a une peur, probablement, dans le non. On dit souvent, une négociation commence par non. En fait, il ne faut pas forcément se décourager. Peut-être que ça bloque parce qu'il y a le sentiment au niveau de la hiérarchie que les fondamentaux ne sont pas sécurisés. Et du coup, il y a une peur derrière qu'il faut explorer. Et donc, moi, ma première invitation, c'est de vous poser la question à votre hiérarchie. Voilà, qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous… discutez-en aussi avec d'autres collègues. Et si vous êtes exemplaire, si vous êtes reconnu pour ce que vous faites et que vous sécurisez les fondamentaux, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Normalement, vous devrez pouvoir prendre des projets et donc courage, persévérer. Un immense merci, professeur Clarisse, pour votre intervention. Merci à tous les participants. Très heureux de vous accueillir. Donc, pour les participants et participantes, on vous invite à réserver le 29 avril. Donc, nous aurons un prochain webinaire avec Madame Sandrine William, qui est coordinatrice générale des soins du GHT Nord-Yvelines, sur le sujet « Comment favoriser une culture de l'innovation et du management agile ». Donc, encore une fois, un immense merci, professeur Clarisse, que vous êtes président de la CME des Hospices Civils de Lyon. Nous savons que voilà, la troisième vague sévit et vous avez mobilisé de votre temps pour partager autour de ce rapport extrêmement intéressant avec des exemples concrets. Donc, au nom de toute l'équipe Chakari, on vous est très reconnaissant. Et puis, pour tous nos auditeurs, merci encore pour la qualité de vos questions. Donc, à très bientôt et prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir.